Et la parole à Olivier Lazvernias, qui est le président de l'Association française d'astronomie et qui, depuis 28 ans, pour le compte, 28 ans, s'occupe et suit les Nuits des Étoiles. Si, Olivier, tu peux nous présenter le dispositif qui est mis en place cette année, le nombre de sites qui sont concernés, peut-être faire le lien aussi avec ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'éclipse totale de Lune. Bref, nous présenter l'édition 2018 des Nuits des Étoiles. Et tu as un micro, voilà. Il y a même un micro, il y a même plusieurs micros. Qui en plus est allumé. Merci Alain, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc c'est la 28e édition des Nuits des Étoiles. Donc le mécanisme, le dispositif est identique dans son esprit et dans sa forme aux années précédentes, c'est-à-dire un dispositif où la très très grande majorité des clubs et associations, des acteurs, des observatoires passionnés par l'astronomie font non seulement des portes ouvertes pendant les jours qui viennent, mais vont aussi proposer des animations, des observations, des expositions, des conférences. En fait, chaque année, on est nous-mêmes surpris par la diversité des propositions qui sont faites. Donc, cette année, au dernier pointage, on est à 418 opérations. Alors, c'est comme tous les ans, certaines opérations sont concentrées le samedi et le dimanche, donc il faut vérifier. Il y a 418 opérations. Elles sont sur les soirées des 3, 4 et 5 août. Il y a même des gens qui débordent un peu, mais ça, c'est un plus, en quelque sorte. Et il faut vérifier, effectivement, certains sites ne sont ouverts que le vendredi, le samedi ou le dimanche. Donc toutes les informations, comme tous les ans, sont sur le site internet de l'Association française d'astronomie, donc afastronomie.fr. Et là, on a toutes les informations. Dans la plupart des sites, la mécanique est évidemment toujours la même. C'est une année absolument exceptionnelle. Je ne vais pas parler de Mars, puisqu'on va en parler beaucoup, mais à côté de Mars, en fait, même si Mercure est un peu juste en début de nuit, on voit vraiment très facilement toutes les planètes facilement visibles à l'œil nu. On a une brochette absolument extraordinaire avec une Vénus qui se couche, mais qui se couche finalement assez tard, vu qu'on est en été. Ensuite, on a une Jupiter absolument brillante, une Saturne avec Antares en dessous, et puis ensuite, on a une Mars en majesté, et une Lune en dernier quartier, puisqu'on avait l'éclipse la dernière fois. Donc c'est une occasion absolument extraordinaire. La Lune n'est pas gênante. Donc en plus, évidemment, on va avoir un ciel étoilé fantastique. Et pour ceux qui seront dans des sites où il n'y a pas trop de lumière urbaine, etc., on aura aussi évidemment une Voie lactée majestueuse comme tous les étés. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça suit une mobilisation qui a déjà eu lieu pour l'éclipse. Il y avait plus de 160 sites qui ont fonctionné pour l'observation de l'éclipse. Évidemment, il y en a quelques-uns, notamment au Sacré-Cœur ou ailleurs, qui ont été plongés dans les orages diluviens. Cela dit, ça a donné des images incroyables qu'on a vues. Alors, sur toute la planète, il y a des images hémisphère sud avec Mars au-dessus qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Il y a des images en France métropolitaine avec plusieurs, avec des éclairs, Mars et la Lune. Donc tout le monde s'est mobilisé sur l'observation de l'éclipse et les clubs sont vraiment, alors pour certains, dans une situation de la revanche de l'éclipse, puisqu'visiblement la météo va être cette fois-ci très très bonne. Et puis d'autres sont dans le prolongement de l'éclipse, avec là on l'a vu vraiment des personnes, des curieux, des gens qui sont venus un peu par hasard, qui sont vraiment toujours mobilisés. Tous les sites où il y avait une probabilité de météo non nulle, ils ont frôlé les 1000, les 2000 personnes facilement partout, quoi. Donc il y a vraiment une mobilisation très très intéressante. Ce qui est fantastique aussi, c'est le couplage en quelque sorte entre la possibilité offerte par les réseaux sociaux et puis l'observation directe. On voit maintenant de plus en plus de personnes qui ont vu un tweet, qui ont vu Facebook, qui ont vu autre chose, qui viennent d'ailleurs avec un appareil photo, qui essaient de faire une photo un peu en biais de Saturne dans l'oculaire. Enfin, et puis qui la repostent. C'est absolument fantastique. Partenaire, tu allais me le demander sans doute,
les partenaires de l'opération, parce qu'effectivement, même si finalement l'essentiel de l'opération, elle est faite par plus de 3000 bénévoles, hein, il y a plusieurs, même sans doute beaucoup plus que ça en réalité. Quand on compte les 3000, on compte ceux qui sont là pour aider à voir les planètes, mais il y a tous ceux qui aident à l'organisation réelle derrière. Il y a un tout petit peu de besoin de soutien national pour l'organisation, et donc comme les années précédentes, on a les deux ministères, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et puis le ministère de la Transition écologique et solidaire qui nous aide, et puis aussi, évidemment, et on en profite pour les remercier, et puis évidemment ici le CNES, Airbus, Europe 1, et évidemment notre propre revue Ciel et Espace. De façon pratique, comment trouver les sites d'observation facilement? Donc, le site de l'Association française d'astronomie, afastronomie.fr. Donc c'est en ligne directement, il y a une carte avec tous les événements. Il faut vérifier que c'est bien la bonne soirée. Et on a les 478 sites qui sont en ligne. Merci beaucoup Olivier, je propose qu'on fasse les questions en finale, ce sera plus simple. Voilà, on va parler de Mars. Caroline Fraissinet, bonjour. Bonjour. Voilà, on a intitulé Ces nuits des étoiles, Mars, la petite sœur de la Terre. Je vous présente, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous travaillez au LATMOS, ouais, qui veut dire Laboratoire Atmosphère, Milieu et Observation Spatiale. J'y arrive. De formation, vous êtes biologiste, astrochimiste. Vous travaillez sur Curiosity. Et dans une des vidéos qui est justement diffusée sur le site de l'AFA, il y a une chose qui m'a amusé. Quand la question vous est posée sur la vie sur Mars, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous répondez, la vie sur Mars, c'est une question d'opinion. Oui. Tout à fait. En fait, la vie sur Mars, donc déjà, on est intéressé par cette thématique depuis un bon nombre d'années. Une seule fois, elle a été vraiment cherchée sur Mars, c'est par l'émission Viking en 1976. Les résultats ont été plutôt négatifs. Et donc, depuis, on n'a pas recherché la vie sur Mars avec des missions. Donc, contrairement à ce qui est beaucoup dit et qu'on peut lire dans la littérature ou dans les médias, Curiosity, donc ce rover qui a atterri sur Mars en 2012 et qui est toujours actif depuis, n'est pas un rover qui va à but de chercher la vie, mais à chercher l'habitabilité de Mars. Donc l'habitabilité, c'est est-ce que toutes les conditions ont pu être réunies au même endroit, au même moment sur Mars pour que la vie y apparaisse. Mais Curiosity n'a pas les capacités pour rechercher la vie. Donc oui, on est intéressé par cette thématique. Il y a des futures missions comme ExoMars en 2020 qui a pour but de chercher plus des molécules caractéristiques de la vie. Donc cette mission-là, ça sera la première depuis 1976 pour rechercher la vie sur Mars. Mais donc en fait, la vie sur Mars, on a des indices. On sait que Mars a été habitable il y a 4 milliards d'années, à l'époque où la vie s'est formée sur Terre. Mais on n'a pas de preuve de vie sur Mars, comme on n'a pas de preuve de vie ailleurs que sur Terre. En fait, tant qu'on l'a pas trouvé, on pourra jamais dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs, de toute façon. C'est soit positif, soit une question, mais ça pourra jamais être négatif. Et donc c'est pour ça en fait que la vie sur Mars et la vie ailleurs que sur Terre, donc la vie extraterrestre, c'est une recherche scientifique, mais la réponse qu'on peut donner pour l'instant, c'est pas une réponse scientifique parce qu'on n'a pas de réponse. Donc c'est une question d'opinion. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Bon, les conditions étaient réunies sur Mars notamment. Il y a d'autres corps dans le système solaire comme ce qu'on appelle les mondes océans, des satellites de Saturne et de Jupiter comme Europe et Encelade qui sont constitués d'eau liquide, où il y a plus d'eau sur Europe, par exemple le satellite de Jupiter, il y a plus d'eau en quantité que sur Terre, d'eau liquide qui est sous une couche de glace qui fait une dizaine de kilomètres d'épaisseur, on pense, et dans cette eau liquide, il y a toutes les chances que la vie puisse apparaître comme on pense qu'elle a pu apparaître sur Terre dans les océans primitifs. Juste une question, puisque vous dites que Curiosity, l'objectif principal, c'est l'habitabilité. Ouais. On peut dire ça c'est fait? Oui. Curiosity a rempli sa mission. Donc après, c'est une mission Curiosity qui est ce qu'on appelle Discovery Driven. Donc c'est en fonction des découvertes qu'on fait, on va décider des futures analyses, des futures expériences et des futures questions auxquelles on va vouloir répondre. Mais la question de l'habitabilité martienne, elle a été répondue positivement donc l'habitabilité, c'est pas Mars, c'est local comme zone. Donc là, on peut dire que le cratère Gale
dans lequel Curiosity a atterri, c'était un cratère qui était habitable il y a 4 milliards d'années. Il réunissait de l'eau liquide pérenne, donc sur plusieurs millions d'années, parce que si c'est transitoire, l'eau liquide, ça ne va pas aider en fait pour l'apparition de la vie. Donc on avait de l'eau liquide pérenne, on avait des conditions de température qui étaient relativement clémentes, le pH était relativement neutre, la salinité pas trop importante, donc, et aussi on avait la présence de molécules organiques, donc ces molécules qui sont les briques du vivant. La vie se développe à partir de la chimie, donc une chimie qui est de plus en plus complexe jusqu'à une transition qui est pour l'instant inconnue, notre chaînon manquant, qui aboutit à la vie. Donc toutes les conditions étaient réunies sur le cratère Gale il y a 4 milliards d'années pour que la vie apparaisse. Alors, je crois que vous travaillez, vous êtes associé à l'équipe qui travaille sur SAM, ouais. qui est le petit four qui analyse ce qui est collecté avec la foreuse. La foreuse était tombée en panne. Vous avez récupéré sa capacité, entre guillemets, quand je dis vous, hein, c'est oui, générique. Oui. Hein. Aujourd'hui, est-ce que vous collectez des échantillons? Qu'est-ce que vous allez en faire et qu'est-ce que vous en attendez? Alors, la foreuse, donc, effectivement, ça a été depuis 1 an et demi, elle était tombée en panne. Il y a 2 mois, on a réussi, enfin l'équipe au JPL, au Jet Propulsion Lab en Californie, l'équipe technique a réussi à réparer cette foreuse à distance. Donc, même moi, je ne comprends pas comment ils ont réussi à réparer une foreuse à distance. Mais on demandera à Michel. C'est assez impressionnant. Mais on n'a pas retrouvé toutes les capacités de la foreuse. Donc on a réussi à faire un trou il y a 2 mois et à récupérer de l'échantillon dans SAM. Cet instrument, c'est Sample Analysis at Mars, donc c'est vraiment l'instrument le plus complexe de Curiosity. C'est un des 10 instruments du rover, mais c'est la moitié de la charge utile scientifique du rover. Donc c'est vraiment le plus gros et le plus complexe qui a jamais été envoyé pour analyser l'atmosphère, le sol, enfin vraiment très, très versatile. En plus, on peut faire plein de choses avec. Et donc, on a réussi à analyser ce forage d'il y a 2 mois sur SAM. Depuis, on a réessayé de faire des petits trous. Et en fait, on a quelques problèmes, parce que vu qu'on n'a pas récupéré la capacité totale de la foreuse, si les roches sont trop dures, on ne va pas réussir à les forer. Et il s'avère que les 2 derniers essais qu'on a faits ont été infructueux. C'est les roches les plus dures qu'on n'a jamais rencontrées sur Mars, malheureusement. Et donc, en fait, on a réussi à creuser juste sur quelques millimètres. Donc, on va faire un 3e essai bientôt sur la couche d'hématite sur laquelle on est en ce moment. Et puis sinon, donc on attendra de retrouver la couche d'argile dans quelques centaines de mètres qui devrait être avec des roches plus souples et sur lesquelles on devrait pouvoir creuser. J'ai une dernière question avant de passer la parole à Michel. En quoi, selon vous, Mars est la petite sœur de la Terre? Comment on l'a titré pour les Nuits des Étoiles? Oui, c'est la petite sœur. Déjà, c'est la plus proche. Donc, juste, même géographiquement, c'est notre petite sœur, notre petite compagnon. Et en fait, c'est notre petite sœur. Surtout, c'était notre petite sœur à l'époque de la formation de Mars et de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. Et pendant les 500 premiers millions d'années d'évolution, Mars et la Terre ont évolué de manière très, très similaire. Donc, leur distance au Soleil est relativement équivalente, même s'il y a plusieurs dizaines de millions de kilomètres qui les séparent, mais c'est rien en fait à l'échelle du système solaire quand on pense aux géantes gazeuses Jupiter jusqu'à Pluton, qui est dans notre cœur toujours une planète. Mais, et donc en fait là sur la Terre, Mars, on est sur des planètes qu'on appelle telluriques, donc c'est des planètes qui sont composées des mêmes types de roches, qui avaient du volcanisme. Mars avait une atmosphère, elle avait beaucoup d'eau liquide, donc Michel va parler d'ailleurs de l'eau potentiellement liquide qui est toujours présente en sous-surface de Mars. Et donc l'évolution était très très similaire pendant 500 millions d'années. Et ces 500 millions d'années, c'est ce qu'il nous a fallu sur Terre pour que les premières formes de vie apparaissent. Donc si c'est apparu sur Terre, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas apparu sur Mars. Donc maintenant, on va vraiment aller rechercher ces formes de vie qui, on l'espère, ont pu être préservées. Et pourquoi pas continuer jusqu'à présent dans le sous-sol martien. Et donc, il n'y a pas de raison, on a bien compris que c'est une question d'opinion. C'est une question complètement d'opinion, mais j'y crois. Merci Caroline. Merci. Michel, je pense que donc Michel Viseau, qui est exobiologiste au CNES, donc le Centre national d'études spatiales, qui est le seul homme qui sera sur Mars ce soir,
puisqu'il y donne une conférence. Oui, absolument. Tu nous rappelles, Michel, dans quel département est Mars? Alors Mars est un petit village de l'Ardèche, Voilà. dans lequel il y a un club d'astronomie extrêmement actif, qui a monté d'ailleurs un observatoire avec un télescope de 400 mm, donc de 600 mm, un très gros télescope, dont Hubert Reeves est le parrain d'ailleurs, et qui est extrêmement actif sur le plan local, et qui est d'après moi typique de la nuit des étoiles. Parce que d'abord le maire éteint les lumières le soir, pendant ces journées d'observation, et vous avez aussi bien les touristes allemands ou hollandais, le boucher, le cafetier, des agriculteurs, les instituteurs à la retraite qui sont là et qui sont tous tournés vers le ciel et qui partagent en même temps ce plaisir de regarder le ciel et la nuit des étoiles. Ce n'est pas la première fois que j'y vais, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est pour moi, c'est typique de ce que l'on peut attendre, de ce mélange de personnes, d'humanisme, j'allais dire à un moment donné, de ce partage qui se fait à ce moment-là. Et donc, ils m'ont réinvité ce soir et je pars à 12h59 pour avoir le train. Destination Mars, c'est le plus court voyage que je connaisse. Michel, on va revenir sur l'actualité martienne. Bon, je dirais qu'il y a une actualité martienne presque par semaine, compte tenu du nombre de satellites en orbite autour de Mars ou de robots qui fonctionnent encore à la surface. Je pense à Opportunity et à Curiosity particulièrement. La semaine dernière, c'était la discussion autour d'une annonce faite par des équipes scientifiques travaillant sur le radar Mars-6, installé sur ExoMars, donc c'est sur Mars Express. Sur Mars Express, pardon, la sonde européenne Mars Express, lancée en 2003, si mes souvenirs sont bons, pour le compte, là c'est des bons souvenirs, avec toujours de l'eau, l'annonce d'une découverte d'une poche d'eau liquide sous la surface à 1,5 km de profondeur, si mes souvenirs sont bons dans l'annonce, au pôle sud. Quelle est selon toi l'importance de cette annonce et finalement, quand on regarde le nombre d'annonces de présence d'eau sur Mars, finalement, est-ce qu'on ne continue pas à tirer le fil habituel de l'eau sur Mars? Alors, bon, pour une fois, ce n'est pas la NASA. Donc, comme ce n'est pas la NASA, déjà, on en parle moins. C'est une équipe européenne, principalement italienne. D'ailleurs, il n'y a que les Italiens qui ont signé cet article, qui est paru dans une revue américaine, cette fois-ci, qui s'appelle Science. Et bon, c'est un article qui se fonde sur une observation d'une réflexion importante d'ondes radar en dessous de la calotte polaire sud de Mars. Une réflexion plane sur une surface d'environ 20 km², ça représente a priori un système liquide. Ce liquide, ça peut être, dans l'esprit des gens, de l'eau. Donc ça, on suppose que c'est H2O, il y a des raisons thermodynamiques pour lesquelles on peut penser que c'est de l'eau. Et deuxièmement, cette eau, elle peut être soit sous la forme d'une surface libre, soit sous forme d'un mélange avec un sédiment, d'une sorte de boue, de vase, un mélange comme du sable mouillé, si vous voulez, qui donnerait exactement le même aspect. Donc pour l'instant, ce que l'on peut dire objectivement, c'est qu'on a détecté une surface plane d'environ 20 km² sous la calotte polaire sud de Mars et qu'il y a toutes les raisons de penser qu'il s'agit d'une accumulation d'eau qui est actuellement sous forme liquide. Après, chacun fantasme en disant c'est un lac, les gens imaginent que c'est un lac ça pourrait être un lac sous-glaciaire du type de ceux qu'on a en Antarctique, où ça c'est de l'eau liquide avérée. Il y en a qui imaginent que ça pourrait être simplement des sédiments mouillés comme des espèces de sable, mais en tout cas, ce n'est pas une caverne dans laquelle on descend et on va pouvoir aller plonger dans l'eau. Et de toute façon, la température de cette eau est de l'ordre inférieur à moins 50 degrés, probablement entre moins 50 et moins 100 degrés. Et pour avoir de l'eau liquide à cette température-là, ça veut dire qu'elle est surchargée en sel, et probablement avec les perchlorates, plus l'ensemble des sels que l'on peut trouver, les mêmes que ceux qu'on a trouvés au niveau du cratère Gale, etc. Donc on pense que c'est une eau qui est surchargée en sel,
Mais quand on dit surchargé, c'est vraiment surchargé. Ce n'est pas de l'eau de mer. Hein. L'eau de mer, c'est moins 3, moins 4 degrés. Là, on va être avec des taux de charge qui sont de plusieurs centaines de grammes par litre. Pour arriver à une telle... Et principalement des perchlorates. Donc, c'est la deuxième fois qu'on observe de l'eau liquide. Alors, une fois, on a observé de l'eau liquide sur Mars. Il faut le rappeler, c'était sur le pied de l'atterrisseur Phoenix, où on a vu des gouttes d'eau qui se sont formées et qui ont perduré pendant quelques jours avant de s'évaporer et de disparaître. Cette eau, bien sûr, ça ouvre beaucoup d'idées. Alors, on l'a découvert au pôle Sud parce que ça a demandé énormément de passages de Mars-6, donc de Mars Express, et que c'est le pôle Sud, c'est là que qu'on est passé le plus souvent et qu'on a fini par avoir un écho qu'on a pu synthétiser et on a fait ressortir cette affaire-là. Donc, c'est une eau qui est sous-glaciaire. Elle est sous 1,5 km de glace d'eau. Donc, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas l'eau qu'on pourrait espérer trouver au niveau de l'équateur, etc. Deuxièmement, c'est de l'eau qui est au pôle sous 1,5 km de glace, donc on n'est pas prêt à creuser un pipeline pour alimenter une base martienne éventuelle. Donc, c'est une découverte scientifique, je dirais majeure, parce que ça donne une nouvelle vue de Mars, chaque fois qu'on a c'est une information importante sur Mars. Ce n'est pas forcément l'ouverture de la terraformation martienne. Alors, l'événement attendu cette année, en dehors de l'opposition, pour le compte, c'est physique, mais pour l'événement spatial, c'est l'arrivée d'une nouvelle sonde à la surface de Mars, InSight, chargée d'écouter, de détecter peut-être des vibrations, etc. On n'a donc pas fini l'exploration de la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Ça paraît évident, mais est-ce que finalement, au bout du compte, ce qui sera déterminant, c'est le retour d'échantillons? Alors, donc, ce sont deux questions différentes. C'est deux questions. Donc, premièrement, Mars demeure un point d'attraction de tous les scientifiques qui s'intéressent à la planétologie. Cette année, donc, il y a InSight qui a été lancé, qui va atterrir au mois de novembre. Et on va déployer, les Américains vont déployer deux instruments européens. D'une part, le môle allemand, donc, qui est représenté en noir sur la photo que vous voyez à côté, donc, qui est chargé de mesurer la dureté du sol de Mars, mais surtout les échanges de chaleur qui proviennent de l'intérieur. Et deuxièmement, la petite coupole blanche, qui est l'instrument CEIS, qui était fabriqué en France par l'IPGP et le CNES, avec des contributions de l'Allemagne et de l'Angleterre. Et ce sont deux instruments majeurs. C'est un sismomètre hypersensible qui va donner des informations absolument nouvelles sur Mars, puisqu'il n'y a jamais eu de sismomètre sur Mars. Actuellement, on est en pleine préparation des missions qui vont partir en 2020. On ne peut pas ne pas en parler. ExoMars, mission européenne majeure, menée en coopération avec la Russie. Mars 2020, avec laquelle on a une coopération entre le CNES et la NASA pour fournir le SuperCam, donc la grande sœur du petit cube qu'on voit en haut du véhicule qui est là-bas. Donc SuperCam, là c'était un instrument, SuperCam c'est 5 instruments, donc c'est très important. Et bien entendu, deux autres missions qui vont partir. Une mission chinoise, HX-1, extrêmement ambitieuse, avec une petite coopération française et du CNES et de l'IRAP là-dessus. Et une mission des Émirats arabes unis. La mission indienne a été repoussée à 2022. Donc on voit que Mars mobilise au-delà, je dirais, de la communauté habituelle. Donc ça, c'est le premier point. InSight va être, d'après moi, un point extrêmement important, même pour l'exobiologie, bien que ce soit vraiment une mission de planétologue pour faire de la sismologie. Ça va nous donner une idée des couches, d'abord de la vitalité interne, j'allais dire, de Mars lui-même. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre? Est-ce qu'il y a une croûte? Est-ce qu'il y a une écorce? Est-ce qu'il y a des mouvements encore tectoniques? Alors que sur le plan, je dirais, sismique, volcanique, actuellement, Mars apparaît comme une planète morte, éteinte. Morte, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas éteinte. CEIS va nous dire si cette extinction est
plus ou moins récent, ça va permettre de mieux la voir. Et deuxièmement, ça va nous dire s'il y a encore quelque chose qui bouge quelque part à l'intérieur de Mars. Mais, en plus, grâce à sa sensibilité, on va pouvoir explorer les différentes couches qui constituent donc cette planète rocheuse, simplement en analysant les ondes qui sont transmises lorsqu'une météorite tombe quelque part. Il va y avoir des ondes qui vont arriver, il va y avoir des échos, et cette analyse des échos va nous donner une idée. Alors quand je dis nous, c'est pas moi, hein, c'est l'IPGP, c'est les spécialistes. Hein. Moi, c'est pas j'en suis pas capable d'extraire ce genre de choses, mais ça va nous donner donc une idée de cette composition martienne, et donc là aussi de remonter à l'histoire de la planète et de vérifier que c'est bien notre petite sœur. Et retour d'échantillon. Alors, le retour d'échantillon revient, je dirais, en force, puisqu'il y a une conférence à Berlin au mois d'avril qui s'est tenue entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale américaine, la NASA. Il y a un Statement of Intention qui a été signé, qui se propose d'étudier une mission commune qui serait lancée en 2026 et qui rapporterait des échantillons en 2031. Donc ça revient à la mode. Et c'est fondé sur quelque chose d'extrêmement proche, qui est le fait que la collecte d'échantillons va se faire par Mars 2020, donc la mission qui va être lancée en 2020, dans laquelle tous les systèmes sont prévus pour prélever des échantillons, les mettre dans des petits tubes, les sceller, et qu'ils attendent qu'on vienne les chercher. Donc, avec Mars 2020, qui est actuellement conçu pour faire ce recueil d'échantillons, on est en train de travailler entre l'ESA et la NASA pour récupérer ces échantillons et les ramener sur Terre. Et l'Europe et la France ont, pour l'instant, manifesté l'intention de jouer un rôle important dans ces opérations. Le dernier point, après je te donne la parole, je suis trop bavard comme d'habitude, c'est que pour la première fois, à l'initiative d'un groupe, ce qu'on appelle l'IMUG, International Mars Exploration Working Group, qui regroupe les agences spatiales du monde entier, un groupe de scientifiques a dit ce qu'il voulait faire des échantillons. Parce que jusqu'à présent, c'était « ramenez-nous des échantillons, ça sera super ». Tu ne peux pas imaginer ce qu'on va faire avec. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, c'est formidable. Quoi, concrètement? Ah, des choses qu'on ne... Incroyable. D'accord, mais bon, on ne va pas mettre 2 milliards pour faire des trucs incroyables dont on n'est pas capable de définir. Là, les scientifiques se sont réunis, 70 scientifiques du monde entier, ont établi un document qui est actuellement en train d'être revu, qui fait à peu près 200 pages, où on décrit exactement ce que l'on veut faire avec ces échantillons et pourquoi ces échantillons sont indispensables par rapport aux météorites qui sont déjà arrivées et aux analyses qu'on fait sur place. Et donc ça, c'est quelque chose de majeur. Donc chapeau aux 70 scientifiques, dont 5 ou 6 Français qui ont contribué, scientifiques internationaux. Et ça, c'est ce qui donne une vraie raison pour les science managers, les gens comme moi, qui sont chargés de promouvoir justement ces actions. Merci beaucoup Michel Viseau, qui est un conférencier martien, mais pas lunaire.